il est dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Plus nous avons la connaissance, plus nous sommes informés, plus nous prenons la décision de nous protéger. J'ai trouvé intéressant de parler de quelques techniques de manipulation avec vous aujourd'hui parce que j'estime que plus nous sommes informés et plus nous prenons la décision de nous protéger. Parce que les manipulateurs fonctionnent un peu comme des pêcheurs ou des chasseurs, c'est-à-dire que pour arriver à atteindre leur cible, ils utilisent des stratégies bien précises, notamment essayer d'accrocher, d'associer à leur canne à pêche des appâts. Et plus ils ont des appâts associés à leur canne, plus il est fort probable qu'ils capturent plus de poissons que s'ils n'en mettent pas. Les manipulateurs fonctionnent plus ou moins de la même façon. C'est-à-dire que pour essayer d'arriver à leur fin, ils vont préparer leur terrain. Ils vont décorer l'environnement avant de pouvoir capturer leur proie. Et on ne peut parler des techniques de manipulation sans parler de la persuasion. La persuasion qui consiste donc à persuader quelqu'un, à essayer de convaincre quelqu'un. L'un des pères fondateurs du concept de persuasion, c'est Robert Cialdini, qui est donc un chercheur en psychologie sociale ayant énormément travaillé sur ce concept-là. Dans son célèbre ouvrage Psychology of Persuasion, qui est donc la psychologie de la persuasion, il arrive à déceler 6 principes fondamentaux qui sous-tendent la persuasion, notamment la réciprocité, l'engagement et la cohérence, la preuve sociale, la sympathie, la rareté et l'autorité. Mais dans cette vidéo, je ne parlerai que de 5 principes fondamentaux évoqués par Robert Cialdini. Parmi ces principes, lorsque Robert Cialdini étudie le principe de réciprocité, il a essayé d'envoyer de nombreuses cartes de vœux à l'approche de Noël à des personnes qui lui étaient inconnues. Il s'attendait bien évidemment à ce que ces dernières envoient également des cartes de vœux, peut-être des cartes de remerciement. Mais au-delà de toute attente, il était surpris de recevoir une avalanche de cartes de vœux, des personnes qui le remerciaient et des personnes qui cherchaient donc davantage à faire sa connaissance. Et Cialdini en déduit que nous sommes en fait prédisposés, nous sommes disposés, nous avons ces dispositions psychologiques que lorsque quelqu'un nous offre quelque chose, un cadeau, un présent, ou lorsque quelqu'un nous aide, nous avons comme un sentiment d'obligation de rendre l'appareil. C'est-à-dire que lorsque je reçois quelque chose, il se crée en moi comme une dette morale, si bien que j'ai envie de faire la même chose, de rendre l'appareil. C'est vraiment une disposition psychologique. Et beaucoup de manipulateurs jouent donc sur ce terrain-là, vont essayer d'utiliser cette carte, donc la carte de la réciprocité, pour arriver à leur fin. Certains hommes, lorsqu'ils visent à capturer certaines femmes, vont essayer d'offrir des présents, des cadeaux à ces femmes-là, parce que bien évidemment, ils ont des objectifs à atteindre. Et même si ces dernières, donc ces femmes, ne sont pas soumises à une certaine forme de pression, elles se sentent en fait comme redevables à ces hommes et se sentent comme obligées de rendre l'appareil. Et même si elles ne rendent pas par des biens matériels comme elles l'ont reçu, elles vont essayer de trouver une autre stratégie pour rendre l'appareil. Et il n'y a pas que les hommes, parfois certaines femmes le font aussi. Cette règle est beaucoup observée dans le domaine de la politique par certains hommes politiques. Regardez, à l'approche des élections, que ce soit des élections présidentielles, législatives, j'en passe, beaucoup de leaders politiques vont effectuer des descentes dans des quartiers. Lorsqu'ils effectuent des descentes dans des quartiers, ils distribuent des gadgets,
des chapeaux, des t-shirts et parfois des kits alimentaires parce qu'ils visent bien évidemment des objectifs bien précis. Et lorsqu'ils donnent ces kits alimentaires et ces gadgets aux populations, ils savent qu'en retour, ces derniers vont leur donner de leur voix et parfois sans mettre de pression à ces gens ou à ces populations, nous-mêmes parfois de notre gré, ayant reçu des gadgets, des kits alimentaires et parfois des billets de 10 000, 10 euros, 20 euros, 50 euros, nous nous sentons comme obligés de vouloir rendre l'appareil en offrant à ces personnes nos voix dans les urnes. Et il n'y a pas que la réciprocité qui va être utilisée par beaucoup de gens pour essayer de manipuler les autres. Il y en a qui vont aussi essayer d'utiliser la carte de l'engagement ou de la cohérence. La règle de la cohérence et de l'engagement suppose que nous avons en fait comme ce désir de vouloir maintenir une certaine cohérence entre nos croyances et notre comportement, ou du moins lorsque nous décidons de prendre un engagement de façon publique devant tout le monde, nous avons tendance à vouloir adopter un comportement pour essayer de maintenir une certaine cohérence entre notre comportement et notre engagement. Et même s'il arrivait que les engagements pris de façon publique, tels que soutenir un leader politique, un leader religieux, ne sont pas des engagements qui reflètent nos propres valeurs, il nous sera difficile de nous résigner ou de renoncer à ces engagements-là parce que nos dispositions psychologiques vont dans le sens de vouloir maintenir une certaine cohérence donc entre ces croyances, ces engagements pris de façon publique et notre comportement personnel. Et même s'il arrivait que nous éprouvons une certaine dissonance cognitive, il nous sera difficile de renoncer à ces engagements pris de façon publique. Beaucoup de leaders vont jouer avec cette carte d'engagement en incitant les populations et les foules à prendre certains engagements de façon publique pour essayer de gagner les populations à leur trousse. Regardez, dans le domaine religieux, avec beaucoup de supposés hommes de Dieu, lorsqu'ils se retrouvent dans des assemblées pour prêcher, ils vont inciter les gens à prendre des engagements de façon publique en demandant à ces personnes parfois de s'engager sur certaines choses, en posant des questions de façon publique, qui souhaitent prendre en charge le loyer de l'homme de Dieu, qui souhaitent prendre en charge l'achat des fournitures, la scolarité des enfants de l'homme de Dieu, le loyer de l'homme de Dieu. Parce qu'ils savent bien évidemment que lorsque des engagements sont pris de façon publique, cela nous condamne en quelque sorte. Et quand bien même il arrive que ces hommes ou ces personnes qui ont pris des engagements de façon publique n'arrivent plus à les honorer, ils iront jusqu'à s'endetter pour essayer de satisfaire ces hommes de Dieu parce que l'engagement a été pris de façon publique. Et parfois chez les leaders politiques, lors de leurs meetings, ils vont essayer de maximiser leur voix en jouant avec la carte de l'engagement et en maximisant vraiment sur la centralité de leur message. Plus ils sont cohérents, plus les populations leur font confiance et s'engagent parfois à leur trousse simplement parce qu'ils les ont sentis plus ou moins convaincants. Il n'y a pas que la carte de l'engagement et de la cohérence. Parfois, certains leaders vont essayer de jouer avec ce qu'on appelle la preuve sociale. La preuve sociale, en fait, repose sur l'idée que lorsque nous sommes dans une situation inconfortable ou lorsque nous sommes dubitatifs par rapport à une situation, nous nous référons aux autres. Et si nous remarquons que les autres, qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être suivi une voie où beaucoup de gens ont pris un engagement comparé à nous qui sommes restés sur notre position, en fait, nous aurons tendance à suivre les autres
parce que les dispositions de l'individu reposent parfois sur le fait que les autres ont toujours raison et non pas nous. Et que si 100, 200 personnes ont suivi une voie, c'est que ces personnes-là ont forcément raison comparé à moi qui suis seule à adopter une certaine position. Et beaucoup de leaders religieux et politiques, parfois même des commerciaux, vont jouer avec cette carte de preuve sociale en essayant de convaincre les populations. Et dans les communautés religieuses, parfois lors des prêches, ces leaders religieux vont s'associer à une catégorie de personnes en leur demandant de témoigner en leur faveur. Par exemple, s'ils mettent en avant un produit qu'ils commercialisent, tel que les huiles d'onction, qu'on voit très souvent sur les réseaux sociaux, ils vont essayer de recueillir des témoignages en disant tant de personnes ont utilisé cette huile et cela a fonctionné. Et parfois, ces personnes auxquelles ils s'associent prennent le micro pour essayer de témoigner afin de persuader les populations. Et nous qui sommes dans une position parfois d'incertitude, quand nous voyons ces personnes témoigner, nous leur accordons un certain crédit et nous leur donnons raison. Et comme ces leaders savent que la preuve sociale est une carte qui fonctionne très bien, ils vont donc maximiser les témoignages de groupe et maximiser parfois des témoins de groupe qui viendront plaider en leur faveur. Et nous, lorsque nous voyons ces groupes de personnes plaider en faveur de ces hommes de Dieu, parfois nous sommes convaincus que ce que les hommes de Dieu disent est forcément vrai. Et c'est comme ça que nous cédons à la manipulation. Et parfois aussi, avec beaucoup de leaders politiques, ils vont essayer de faire croire que tant de personnes ont intégré l'association ou le groupe ou le parti politique. Et il faut également que vous fassiez la même chose. Et comme nous sommes déjà à la base prédisposés ou disposés à considérer que les autres ont toujours raison, surtout quand ils sont nombreux à penser d'une certaine façon, facilement nous nous laissons convaincre par le témoignage de ces personnes qui parfois n'ont pas assez d'arguments pour justifier ce qu'ils soutiennent. Comme si un simple témoignage constituait une preuve irréfutable. Et c'est comme ça que les leaders, que ce soit politiques ou religieux, arrivent parfois à nous persuader de les suivre et de les soutenir. Et parmi ces nombreuses cartes, il y a aussi la carte de la sympathie qui est évoquée par Cialdini, que nous utilisons donc au quotidien ou que les autres utilisent pour essayer de nous manipuler. La sympathie en elle-même n'est pas une mauvaise chose, c'est comme la réciprocité. La réciprocité à la base était une technique établie au sein des sociétés, au sein des groupes, pour essayer de maintenir une certaine équité, une certaine égalité entre les individus pour pas que certains se sentent abusés lorsqu'ils contribuaient au sein des groupes ou au sein des sociétés. C'était vraiment pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice qui était la construction du groupe ou la construction de la société. Mais aujourd'hui, ces éléments sont utilisés à des fins machiavéliques, notamment la sympathie. Être sympathique est une très bonne chose, mais le problème avec la sympathie, c'est que beaucoup de personnes peuvent jouer avec cette carte de sympathie pour essayer de nous manipuler. C'est-à-dire que lorsque nous avons de la sympathie ou de l'affinité pour quelqu'un qui est manipulateur, cette fusion émotionnelle pourrait réduire notre capacité à analyser les situations de façon rationnelle dans la mesure où nous sommes plus portés vers ce lien, cet amour de l'autre, ce désir d'être avec l'autre, ce désir de valoriser l'autre. Et on le voit beaucoup avec beaucoup de nos leaders, surtout nos leaders religieux, ou certaines personnes, notamment les femmes. Je parle des femmes parce que ce sont les plus, ce sont les personnes les plus enregistrées dans les églises comme étant les personnes manipulées.
Il est vrai que les hommes aussi sont sujets aux manipulations, mais très souvent, statistiquement, ce sont les femmes qui sont les plus touchées par le phénomène de manipulation dans les églises. Il est vrai que plusieurs facteurs peuvent aussi expliquer, tels que la vulnérabilité qui pourrait être liée parfois à plusieurs situations. Quand quelqu'un, notamment une femme, lorsqu'elle est en quête de mariage, lorsqu'elle est en quête d'enfantement, il se crée en fait une sorte de frustration du fait qu'elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle recherche. Et plus nous avons des frustrations, plus nous devenons des terrains propices à la manipulation. Et c'est pour cette raison que beaucoup de femmes sont manipulées dans les églises parce qu'elles recherchent tellement le mariage, elles recherchent tellement des enfants que facilement on les manipule comme des ballons. Donc pour revenir à la sympathie, plus nous avons de l'estime, une certaine affinité pour une personne, surtout une personne manipulatrice, plus cela réduit notre capacité à penser de façon rationnelle ou de vouloir analyser les situations quand nous sommes confrontés à des dilemmes ou à des situations qui parfois peuvent être embarrassantes. Hormis la sympathie, il y a aussi la dimension de l'autorité ou la carte de l'autorité. Et dans nos sociétés traditionnelles, notamment les sociétés africaines, on a développé depuis notre histoire, depuis le début de notre histoire, cette peur de la personne qui représente l'autorité, de cette figure d'autorité où l'on considère que l'autorité a toujours raison, l'autorité ne se trompe pas, l'autorité sait ce qu'elle fait, l'autorité est mieux informée que nous, l'autorité est intouchable. Et beaucoup de leaders, notamment les personnes qui représentent des figures d'autorité, jouent bien évidemment avec cette carte d'autorité pour essayer parfois d'écraser les populations, d'écraser les foules et d'écraser leurs fidèles. Et je m'explique. On a assisté à beaucoup de scènes dans des communautés religieuses de ces personnes qui ont été abusées, que ce soit physiquement ou psychologiquement, et qui ont eu du mal à s'affirmer ou à dénoncer ces faits simplement à cause de cette définition que nous avons de l'autorité. Et pire encore dans les sociétés traditionnelles où on nous apprend à obéir de façon mécanique, il est parfois très difficile, sinon impossible, pour certaines personnes de faire preuve de réflexion. Parce que dans nos sociétés traditionnelles, c'est une autorité. Quand la personne est responsable d'autorité, on doit obéir, rien ne doit être remis en question. Quelle que soit la décision de cette personne qui représente la figure d'autorité, pour nous, l'autorité a toujours raison, donc il faut lui obéir. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Et là, je vais vous inviter à repartir, regarder la vidéo de la soumission à l'autorité de Milgram qui demandait à l'étudiant d'émettre des chocs électriques à cette personne. Et le jeune, à chaque fois que celui qui représentait la figure d'autorité demandait à l'étudiant de filer des chocs électriques à la personne en face, l'étudiant, bien que dubitatif, il était soumis à une certaine dissonance cognitive. Il avait du mal à dire non à cette autorité, à celui qui représente l'autorité, parce que pour nous, en fait, on nous a appris depuis toujours que l'autorité a toujours raison. Comme nous sommes déjà disposés à considérer que l'autorité a toujours raison, nous avons donc du mal à faire preuve d'analyse critique lorsque nous sommes face à des actions d'une autorité, parfois qui essaie de nous écraser, de nous avilir ou du moins d'essayer de nous manipuler. Et beaucoup de gens qui représentent des figures d'autorité jouent donc effectivement avec ces cartes-là où ils se placent, non seulement ils se placent sur un piédestal, mais nous-mêmes nous les plaçons à des rangs où on les considère comme des gens qui sont intouchables, des gens qui sont invincibles,
au point où ces derniers finalement prennent un certain pouvoir et parfois en viennent à nous marcher dessus. Il suffit de voir comment nous appelons ces personnes qui représentent l'autorité. À la limite, les populations se considèrent comme des sous-hommes vis-à-vis de ces personnes qui représentent les figures d'autorité. Rien qu'en regardant les appellations et les attributs qui leur sont alloués, on comprend bien évidemment que nous avons encore ce gros problème de définition de l'autorité ou de la figure d'autorité. Parfois, pour nommer un responsable ou celui-là qui représente une autorité, vous voyez devant le nom de la personne une litanie d'attributs tels que son excellence de X, le président, le chef-lieu de tel canton avant d'arriver au nom de la personne. Et ces attributs-là me font penser à cette stratégie qu'utilisait un leader de l'époque que vous connaissez très bien, qui était donc Mobutu Sese Seko, qui imposait à ses populations de l'appeler d'une certaine manière, de se comporter d'une certaine manière quand il s'adressait à la foule. Et il me semble d'une part que notre définition et notre position de l'autorité serait aussi consécutive à notre histoire. La manipulation peut également trouver des explications dans le fonctionnement de notre cerveau. C'est-à-dire que dans le cerveau de tout un chacun, il y a en fait des parties qui sont impliquées dans le processus de manipulation, notamment les amygdales. Donc l'amygdale est impliquée dans le traitement de l'information ou des informations liées aux émotions. Donc, nous en avons deux qui sont donc situées aux extrémités de notre cerveau. Et l'autre structure du cerveau, l'autre partie du cerveau, pardon, qui est impliquée dans le traitement de certaines informations, c'est le lobe préfrontal qui est situé juste à ce niveau-là. Et comparé à l'amygdale qui traite l'information de façon mécanique, donc de façon immédiate ou du moins de façon instinctive, le lobe préfrontal en fait est cette partie du cerveau qui rationalise tout. C'est cette partie du cerveau qui analyse les situations, qui essaie de trouver le juste milieu avant de prendre une décision. Donc, lorsqu'il nous arrive parfois de ressentir une certaine peur et de fuir, c'est parce que l'amygdale a agi de façon instinctive. Et c'est le rôle de l'amygdale. L'amygdale traite les informations, mais l'action de l'amygdale est très rapide. Donc, avec l'amygdale, c'est du tic au tac. Je reçois une information, aussitôt je réagis. Je suis menacé, aussitôt je me mets à fuir. Comparé au lobe préfrontal qui prend le temps d'analyser la situation, qui rationalise, qui essaie de trouver le juste milieu. Beaucoup de manipulateurs vont poser des actes qui vont directement saisir l'action de l'amygdale ou du lobe préfrontal. Et lorsque nous sommes face à une situation qui génère beaucoup d'émotions, parfois il est difficile pour le lobe préfrontal de fonctionner. C'est l'amygdale qui fonctionne continuellement, sachant que l'amygdale fonctionne de façon mécanique ou de façon instinctive. Si nous avons en face de nous un manipulateur qui va essayer de créer des émotions fortes, telles que des émotions peut-être positives comme la joie par exemple, et qu'il y en a plusieurs à traiter, l'amygdale va réagir dans le sens de la positivité en renforçant cette émotion qui a été générée par le manipulateur. Lorsque les manipulateurs souhaitent que nous nous comportons d'une certaine façon, notamment lorsqu'ils souhaitent que nous soyons heureux ou bien lorsqu'ils veulent nous faire peur, ils vont créer donc des émotions fortes telles que les émotions de peur. Et s'ils créent des émotions de peur ou des émotions de joie, si par exemple ils visent à promouvoir une émotion de joie, lorsque l'amygdale perçoit cette émotion, elle va instinctivement agir pour renforcer cette émotion-là.
Alors que le lobe préfrontal, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment cette partie du cerveau qui rationalise tout, qui essaie de trouver le juste milieu. Et lorsque plusieurs informations sont traitées au même moment, parfois le lobe préfrontal a du mal à rationaliser, a du mal à fonctionner, et c'est que l'amygdale qui va donc prendre le relais et qui va fonctionner de façon répétée. Et quand l'amygdale est constamment activée, il est difficile pour une personne de rationaliser, il est difficile pour une personne d'analyser les situations de façon rationnelle. Et parfois, certains manipulateurs, notamment ceux qui font de la magie, lorsqu'ils sont devant leur cible, leur victime, vous allez remarquer qu'ils vont porter leur regard sur cette partie qui est donc le lobe préfrontal. En fait, ils le font parce qu'ils souhaitent inhiber la réflexion, parce qu'ils souhaitent inhiber le fonctionnement du cortex préfrontal. Et parce que c'est la partie du cerveau qui rationalise, qui réfléchit. Donc, en les fixant, ils essaient en quelque sorte d'inhiber cette partie qui réfléchit, qui rationalise, qui analyse les situations pour que leur cible n'analyse pas les faits ou ne réfléchisse pas en quelque sorte.